du coup, voilà. Donc, les reps en réserve, il y a une relation en fait entre le nombre de répétitions en réserve qu'on va se laisser et l'hypertrophie. On va revenir après sur d'autres qualités. Mais justement, dans cette méta-régression qui est sortie, on pourra éventuellement mettre le lien ou mettre les graphiques correspondants. Mais ils ont trouvé que justement, il y a une non-linéarité dans la relation. C'est-à-dire que tu as quand même si tu as que quelques reps en réserve en fin de série, si tu te dis ok, j'ai 3 reps en réserve en terminant ma série, tu auras quand même des gains d'hypertrophie, mais il y a une non-linéarité. Il me semble que c'était autour de 1 rep ou 2 reps en réserve, où justement là ça casse la linéaire et le gain est vraiment meilleur si on va à l'échec ou qu'on en est vraiment très proche et qu'on est à 1 rep en réserve. Donc pour l'hypertrophie en tout cas, il semble que ce soit vraiment intéressant d'aller à l'échec. Après, encore une fois, on peut parler du contexte parce que ça ne veut pas dire que l'étude elle a trouvé qu'on a des meilleurs gains d'hypertrophie en allant à l'échec, donc il faut aller tout le temps à l'échec. Ça va dépendre du contexte, des phases dans la programmation de l'entraînement, etc. Parce qu'encore une fois, si on va à l'échec, on maximise l'intensité d'un signal, mais derrière, il faut adapter le volume parce que tu peux pas. Voilà, là pour le coup, c'est l'argument des gens qui sont contre l'échec. Ouais, bah. En fait, de base, je crois que les recommandations, et moi, ça fait longtemps que j'avais pas regardé les papiers, mais en tout cas, sur les recommandations de Schoenfeld, généralement, c'était sur du RER 2 ou 3 pour l'hypertrophie. Et en gros, il y avait une relation entre la dose-réponse. C'est-à-dire qu'en gros, on suggérait la surcharge progressive avec des RER 2 et RER 3. Et d'ailleurs, la petite note par rapport à ça, mais sur la méta-régression, j'ai regardé hier, parce que, parce que je voulais quand même pas arriver sans l'avoir lu. Et en fait, ils ont comment fait un cluster de toutes les études. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris des études où le volume était toujours matché entre les groupes, soit le groupe échec ou soit le groupe RER 2 ou 3. Et du coup, après, ils ont regardé justement l'influence de l'échec ou la proximité à l'échec. Mais moi, et ça, j'ai pas vraiment de réponse, mais ce serait intéressant de savoir ce qui se passe, en tout cas sur l'hypertrophie, quand on matche pas les volumes et qu'on a un groupe qui va à l'échec sur un volume qui est moindre, donc un tonnage qui est moindre, par rapport à des gens qui sont sur du RER 2 ou 3, mais avec un volume plus important. Est-ce que la notion de Mm. dose-réponse est plus important que simplement le fait d'aller à l'échec, en fait? Et je sais que ça, enfin, t'en avais déjà parlé sur les réseaux ou quoi, de dire que l'intensité du signal et le fait d'aller à l'échec pouvait être pouvait être une bonne chose à faire pour rechercher l'hypertrophie. Mais je sais pas encore, et de toute façon, même le chercheur, hein, sur son papier, il a dit qu'il avait changé un petit peu son point de vue par rapport à l'échec, et que maintenant il avait tendance à dire qu'il fallait garder entre finalement 0 ou 2 répétitions en réserve, alors qu'avant c'était plutôt 2 ou 3 avec Schoenfeld. Donc là, la question, en tout cas, moi, quand j'ai lu ça, c'était de se dire, bah, est-ce qu'au final, avec un volume qui n'est pas équivalent, est-ce qu'on peut avoir les mêmes gains en allant à l'échec ou pas, quoi? Et ça, Oui, parce que je dans sais la pas. méta-régression, ils ont matché. Ouais, Alors, en je crois gros, qu'il y avait. ils ont pris tous les protocoles et ils ont dit, voilà, bah, par exemple, si je prends deux publics, donc deux populations différentes, dans les protocoles expérimentaux, ils ont essayé de matcher les volumes, donc matcher le tonnage, pour pas qu'il y ait du coup le biais de se dire, bah en fait, il y a juste un groupe qui en fait plus que l'autre. Par contre, ils ont juste changé la proximité à l'échec. Donc Il me il y en semble a. qu'ils avaient matché en fonction soit des séries. Ils avaient fait plusieurs modèles matchés en fonction des séries ou en fonction des répétitions. Et aussi, je crois que c'était ça, hein, au niveau du volume. Tu sais, ils ont matché en fonction Possible, ouais. des séries, en fonction des répétitions. Il n'y avait pas les mêmes résultats en fonction. Mais ouais, donc c'était matché en fonction du volume. Ouais, Donc c'était à volume égal. ouais, Mais donc, quasi ok, certain. donc c'est vrai donc il y a cette non-linéarité sur l'hypertrophie où c'est mieux d'aller à l'échec à volume égal Ah oui, oui, ouais, ouais, c'est ça. par rapport De ce à que un j'ai même compris de la nombre méta. de. Enfin, un même tonnage. Mm. Pour rappel, le tonnage, hein, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, le tonnage, c'est quand on multiplie la charge déplacée par les répétitions, par le nombre Série. de séries. Enfin, en fait, c'est. Voilà. Si je fais, par exemple, je sais pas moi, 5 séries de 5 à 100 kilos, bah, je vais faire 5 fois 5 fois 100. C'est ça, hein, on est bien Ouais, d'accord. c'est ça. Et du coup, voilà, le tonnage sera de donc 5 fois 100, 500 et fois 5, 2500. Donc sur une série de 5 fois 5 à 100 kg, on aura un tonnage de 2500 kg. Donc si on match sur le tonnage,
ça veut dire que. Mais il me semble pas que c'était matché au tonnage, c'était matché aux séries, aux répétitions. Matché au volume, en tout cas, c'est ce qu'ils mettent dans les Ouais. perspectives. Mais il me semble que ça a été matché au Parce que volume. je crois que le tonnage, ils appellent ça le volume load. Ouais, possible. Je crois que c'était plutôt matché aux séries, aux répétitions. Mais en tout cas, ouais, même en matchant au volume, donc on obtient de meilleurs gains d'hypertrophie lorsqu'on va à l'échec plutôt que quand on a les reps en réserve. Par contre, et c'est là que ça fait, je trouve, pas forcément sens, c'est que euh, c'est compliqué d'aller se taper 4 ou 5 séries, admettons, sur un même exo à l'échec à chaque fois. C'est peut-être pas la meilleure idée. Et moi, justement, c'est là la nuance que j'apportais. Parce que, encore une fois, souvent sur les réseaux, c'est soit ah, moi je vais pas à l'échec, soit ah, oui, je suis pour l'échec, alors qu'il y a sûrement une nuance à faire. Et j'essayais de dire que si tu vas à l'échec, il faut réduire le volume. Et à l'inverse, si on veut adopter une stratégie où on est plus loin de l'échec et avec plus de reps en réserve, à ce moment-là, on peut augmenter les séries, le nombre de séries. Surtout, je dirais que c'est le nombre de séries qui est important, tu vois. Parce que, ah oui, ça aussi, un point qui est important, c'est que l'hypertrophie n'est pas forcément dépendante de la charge. C'est-à-dire que du moment que tu vas à l'échec, que tu fasses une série de... alors, évidemment, il faut qu'il y ait quand même un minimum. Si tu fais une série de 3 répétitions... Je pense il me semble que sous 70% d'un RM. Ouais. Enfin, 60 ou 65% d'un RM, ouais, ça commence à. Ah, mais ce que En je veux gros, dire, c'est le que... rendement entre la quantité de répétitions que tu vas faire pour aller à l'échec est beaucoup moins intéressant, quoi. Oui, alors, on va aborder notre notion aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que si tu fais une série à l'échec sur 3 reps, tu vas plus être sur la force max pour le coup. Parce que tu Ouais, n'auras pas du tout passé assez de temps pour vraiment aller épuiser les fibres de type 2, donc les fibres les plus rapides et les plus grosses. Pareil, je pense qu'on peut rappeler cette notion d'unité motrice. Une unité motrice, c'est justement l'ensemble qui est constitué par un neurone moteur et toutes les fibres qu'il va innerver. Et donc ça, c'est les unités motrices. Et donc on a des unités motrices lentes, des unités motrices intermédiaires et des unités motrices rapides. Évidemment, celles qui ont le plus gros potentiel de développement pour l'hypertrophie, c'est les unités motrices les plus rapides, qui sont les plus nombreuses, mais qui ont aussi le plus de fibres. C'est-à-dire qu'un même motoneurone, neurone moteur, il aura plus de fibres sur une unité motrice rapide que sur une unité motrice lente. Donc je pense que c'est important de rappeler ça aussi, parce que justement, quand on est sur des efforts lourds, c'est la loi de Henman, hein, le principe de taille, des efforts lourds ou en tout cas un effort plus léger, mais que on se rapproche de l'échec, le système nerveux n'aura pas d'autre choix que d'aller recruter les unités motrices les plus rapides, les plus grosses, les plus nombreuses, pour poursuivre l'effort. un peu le Et corrélat, c'est un peu le. Et c'est pas bien, pas extrêmement connu par la communauté en règle générale que l'ordre de recrutement des unités motrices peut être aussi à l'inverse quand tu es sur des charges qui sont sous maximales, c'est-à-dire d'abord tu vas recruter les fibres lentes et ensuite les rapides sur des conditions de fatigue extrême. Mais ça, ouais, généralement on l'a pas dans ce sens-là, quoi. ouais, il y a cette notion de... Ça me fait penser à la notion de répétition effective Ouais. sur l'hypertrophie, parce que encore une fois, en fait, la littérature a montré avec le temps que tu peux faire autant d'hypertrophie si tu fais, admettons, une série de 20 reps que si tu fais une série de 8. Simplement, il y a cette notion de répétition effective où sur ta série de 20 reps, finalement, tu vas avoir toutes les premières reps où tu vas pas brasser de l'air, mais l'effort va être vachement plus simple que sur la série de 8 où dès la première répétition, tu sais que c'est compliqué. Supposons qu'on va à l'échec, 8 répétitions ou 20 répétitions. Si je vais à l'échec sur 8 répétitions, déjà, dès la première rep, je vais sentir que c'est plus compliqué que sur la série de 20, forcément. Donc, je vais recruter dès la première rep des unités motrices plus rapides, etc. Donc, je vais tout de suite déjà commencer à taper de l'effort, à induire de la fatigue. Et au bout de la 8e, j'ai tout épuisé. Alors que sur la série de 20, il va y avoir un certain nombre de répétitions, peut-être 10, 12. J'imagine ça va dépendre des gens, etc. Où je vais vraiment être sur de la fibre, des unités motrices lentes, de la fibre lente, et ne vont entrer en jeu les fibres, les unités motrices les plus rapides, que vraiment sur les dernières répétitions, où là on va arriver à l'échec à la 20e. Et ce qui compte finalement, c'est d'aller épuiser, il semblerait, en tout cas les unités motrices les plus grosses, les plus rapides, quelle que soit la charge qu'on utilise. Mhm. Simplement, Le rendement, ouais, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de rendement, c'est que je disais, bah,
il y a quand même une zone, et ils disent entre 5 et 15, il me semble, un truc comme ça pour l'hypertrophie, donc une plage assez large, mais il y a une plage de répétition où le rendement est mieux simplement pour l'hypertrophie, quoi. Tu vas pas t'amuser à faire des séries de 50. Voilà, aller à l'extrême un petit peu de l'hypothèse et se dire bah moi je vais faire des séries de 50 parce que de toute façon c'est pareil pour l'hypertrophie. Là en termes, et je pense même en termes d'accumulation de fatigue, au global, c'est probablement moins intéressant que rester sur une plage un petit peu plus restreinte, quoi. Ouais, c'est souvent ce qui se dit, la fameuse fourchette de 6 à 12. Ouais. À 6 à 12 reps, bon, comme si en faisant une série Ouais. de 5, on allait être force max 100%. Mais ouais, c'est un peu un continuum en fait d'adaptation.